Alors, première table ronde, le défi de la consommation collaborative. Tous les jours ou presque, les médias parlent de la consommation collaborative sous une forme ou sous une autre. On pense bien sûr aux taxis privés comme Uber, au covoiturage comme Blablacar ou encore aux locations saisonnières avec Airbnb. Ces nouveaux modes de consommation viennent bouleverser les modèles existants. Certains acteurs de l'économie traditionnelle s'en inquiètent et même s'en plaignent en parlant d'une concurrence déloyale. Dans l'agroalimentaire, la question se pose certainement en des termes différents. Néanmoins, c'est un phénomène que le secteur ne peut pas ignorer. Parallèlement, les industriels se trouvent face à des consommateurs, des consommateurs, comme on a pu le dire plusieurs fois ce matin, des consommateurs qui sont plus exigeants quant à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Quelle place pour les industriels? Quelle stratégie à adopter dans ce contexte en constante évolution? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder autour de cette table ronde. Alors, je vous présente les différents intervenants. À ma droite immédiate, Philippe Crevoisier, directeur général de l'activité électrique culinaire chez SEB. Marc-David Choukroun, cofondateur de la Ruche qui dit oui, entreprise solidaire et d'utilité sociale qui met en contact les consommateurs et les producteurs locaux. Mathieu Dubois de la Barre, bonjour. Vous êtes sociologue de l'alimentation, enseignant-chercheur à AgroSup Dijon. Vous êtes régional de l'étape, comme l'on dit. Vous aussi, monsieur Crevoisier, quelque part. Fanny Bénard, consultante à Buy Your Way. C'est un cabinet de conseil spécialiste des démarches achats responsables. Christine Balaguet, que nous avons eu le plaisir d'entendre ce matin. Vous avez une double casquette, mais aujourd'hui vous parlerez en ce moment en tant que vice-présidente du Conseil national du numérique, l'instance indépendante que consulte les pouvoirs publics en matière de politique du numérique. Et enfin, Arthur Degrave, qui est rédacteur en chef du magazine WeShare. WeShare, c'est aussi une association loi 1901 fondée en 2012. Vous vous définissez, et j'aime beaucoup l'expression, comme accélérateur d'idées et de projets dédiés à l'émergence de la société collaborative. Vous allez nous en dire plus. Vous saisissez du micro parce que, avant d'entrer dans le vif du sujet et avoir nos échanges, je pense qu'il est important de définir ce que l'on entend par consommation collaborative. Vous êtes particulièrement bien placé pour en parler, puisque WeShare, en collaboration avec Fing, la fondation Internet Nouvelle Génération, a sorti une étude indépendante qui portait sur 2000 usagers de la consommation collaborative. Et donc, vous allez nous expliquer un petit peu, d'une part, quels sont les modèles de consommation collaborative et quels sont les profils, les attentes de ces consommateurs. Avec plaisir. Donc, j'ai cru comprendre que mon rôle était de ne pas parler de nourriture. Alors, c'est inhabituel pour moi. Habituellement, je parle beaucoup de manger normalement. Donc, je vais élargir à la consommation en général. Donc, vous avez très bien défini WeShare. On s'intéresse à la société collaborative. Sous cet item-là, il y a l'économie collaborative en général, donc qui concerne la transformation des marchés des biens et services, du marché du travail et du marché de la monnaie à travers le financement participatif. Et donc, au sein de tout ça, il y a également donc la consommation collaborative, qui est aujourd'hui un phénomène très bien identifié, assez grand public, tiré notamment, comme vous l'avez cité, par la grande visibilité d'entreprises comme Uber, qui fait beaucoup parler de lui, Airbnb, Blablacar et la Ruche qui dit oui, notamment. Donc, qu'est-ce que la consommation collaborative? Il y a plusieurs façons d'en parler. Alors, il y a la définition des origines, qui vient de Rachel Botsman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce qui est à toi est à moi » en 2010 et qui a un petit peu conceptualisé la première, ce phénomène-là, même si les projets existaient avant. Donc il s'agit en fait de modèles économiques qui privilégient l'usage sur la possession et qui vont essayer d'optimiser les ressources existantes. Donc par exemple, on prend une voiture, le covoiturage, vous allez augmenter le taux de remplissage dans une voiture et plutôt que de posséder la voiture, vous allez compter sur le trajet que peut vous assurer quelqu'un d'autre. Donc il y a une approche un petit peu servicielle là-dedans. D'une certaine façon, en fait, une manière de le définir que j'aime bien, c'est l'économie entre particuliers. En fait, ce sont des marchés de biens et services qui s'organisent
de façon plus ou moins spontanée. Il peut y avoir des plateformes qui intermédient ça, où on peut être à un niveau très local, où on peut passer par une plateforme en ligne, effectivement. Mais en gros, c'est la consommation entre particuliers. C'est vous, moi, qui allez vous retrouver alternativement dans le rôle de l'offreur, du producteur, et dans le rôle du consommateur. Vous avez donné le mot de consommateur. C'est cette idée qu'il y a derrière. C'est cette idée qu'on n'est plus effectivement ce consommateur passif face à l'entreprise monolithique. En gros, on réhumanise un petit peu l'économie à travers ça. Donc l'étude chez Révolution qu'on a menée avec la FINC, c'était un processus assez long, d'1 an. On a voulu faire un programme lui-même collaboratif. Donc il s'agissait d'un programme de recherche où on a mis ensemble des entreprises traditionnelles, mais aussi des startups, des consommateurs, pour comprendre un peu ce qui se tramait derrière ça. Donc ça comprend effectivement cette étude cette étude consommateur qui s'appelait « Je partage et vous », qui portait sur un échantillon d'un peu plus de 2000 personnes. Alors, petite précision méthodologique, on n'a pas cherché à avoir un échantillon représentatif de la population française, on a cherché à trouver des utilisateurs qualifiés, à chercher leur motivation, déjà à voir quelles étaient leurs pratiques, puisqu'en fait, il n'y a pas un consommateur collaboratif. C'était notre a priori, c'était que c'est pas parce que vous faites du covoiturage que vous allez forcément faire vos courses à la ruche qui dit oui. En gros, il y a une multiplicité de pratiques qui sont pas forcément corrélées entre elles. Et donc, on est parti. C'était notre a priori de départ. Mais on avait quand même des gens qui se retrouvaient, qui se considéraient comme des consommateurs, un petit peu, des gens qui avaient un mode de consommation alternatif. Alors. Très rapidement je ne vais pas vous assommer de chiffres, je vais vous en donner quelques-uns quand même. Les chiffres essentiels quand même. Des chiffres absolument essentiels, effectivement. Alors déjà, quelles sont les pratiques ? La plus courante, en fait, l'une des plus connues, ça va être le covoiturage. Blablacar, qui est donc l'une des très très belles startups françaises et l'un des champions du secteur au niveau européen, voire mondial, transporte aujourd'hui près de 2 millions de personnes par mois. Alors, sans surprise, c'est l'une des pratiques les plus courantes parmi l'échantillon qu'on a étudié, puisqu'on a environ 47% des utilisateurs qui font du covoiturage. Fait intéressant, on voit que les gens, en fait, se retrouvent effectivement alternativement dans la posture de l'offreur et du demandeur, puisque 41% de ces personnes-là vont être alternativement conducteurs et passagers. Ça, c'est important, puisqu'en fait, c'est ce qui donne un petit peu la patte de la consommation collaborative, c'est que vous restez un amateur. Donc, on n'est pas dans une logique de professionnalisation absolue. Vous n'allez pas devenir un chauffeur Blablacar. L'idée, c'est quand même que pour que ça reste du covoiturage, il faut que vous puissiez changer de rôle. Il y a un petit peu cette idée comme ça. Alors, il y a tout un nuancier au sein du secteur de la consommation collaborative là-dessus, mais c'est une dimension assez importante. Alors, le phénomène le plus massif, c'est la revente d'objets entre particuliers. Le Bon Coin fait partie des sites les plus consultés en France, en deuxième position derrière Facebook. Et on a 92% des personnes interrogées qui le pratiquent régulièrement. C'est une pratique vraiment régulière. De même que le covoiturage, qui est une pratique assez régulière, puisque à peu près les 2/3 de l'échantillon en fait, le pratiquent plus d'une fois par mois, ce qui est quand même assez considérable. Ensuite, on va trouver les circuits courts, ce qu'on appelle les circuits courts collaboratifs, donc des choses comme la ruche kiwi. Et là, on avait quand même 33% des personnes interrogées qui le pratiquaient. Et de façon très très régulière, puisque l'autre volet très très connu, vous connaissez peut-être Airbnb, ça va être l'hébergement chez les particuliers. Alors c'est naturellement quelque chose de moins fréquent, puisqu'on n'est pas tout le temps en vacances, enfin, certains d'entre nous, mais ça reste quand même quelque chose d'assez massif, puisqu'on a 49% des gens qui le pratiquent. Donc on voit quand même un panel, un faisceau de pratiques qui sont loin d'être négligeables aujourd'hui au sein de cet univers-là. Alors ce qui était intéressant, c'était de voir s'il y avait des corrélations. Justement, est-ce que finalement, il y aurait un consommateur collaboratif ? Alors, on voit des corrélations. Il y a des multipraticiens. Voilà. On peut dire qu'il y a plusieurs types il y a des gens qui vont croiser les usages, des gens qui vont faire, par exemple, 46% vont faire à la fois de la revente d'objets et de l'hébergement chez l'habitant. 26% vont faire de l'hébergement et du covoiturage. Alors, en fait, le vrai consommateur collaboratif, si tant est qu'il existe, on en trouve quand même, c'est pas négligeable. On a 11% des gens qui ont 4 pratiques différentes qui rentrent dans cette logique de consommation collaborative. Donc, on va faire de l'hébergement, du covoiturage, de l'échange et de la location d'objets et du circuit court. Donc, c'est pas entièrement négligeable. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'aller interroger les motivations de ces gens. La question la plus évidente, c'est est-ce qu'ils le font pour l'argent ou pour autre chose ? Puisqu'effectivement, vous l'avez cité, vous disiez qu'on invoque souvent effectivement une consommation plus responsable, plus socialement et environnementalement responsable pour expliquer l'essor de la consommation collaborative. Alors c'est assez vrai, en fait. Dans les motivations, ce qu'on nous cite, c'est dans 75% des cas, sachant que les motivations ne sont pas exclusives les unes des autres,
ce sont les motivations pécuniaires. On fait ça parce que c'est moins cher ou parce que ça permet d'arrondir les fins de mois, de mettre son appartement en location, de prendre des passagers avec soi en voiture. En deuxième position derrière, vraiment, on est tout derrière, c'est 74% des gens qui vont parler de recherche de sens. Alors, on a volontairement laissé ça très, très ouvert. Effectivement, généralement, le sens, ça va être ou bien la création de liens sociaux entre les individus et la volonté d'avoir une consommation plus responsable sur le plan, plus soutenable. Alors, ici, je pense qu'il faut faire un petit instant anthropologie. On me demande souvent, mais oui, mais s'il y a un échange d'argent, du coup, il n'y a pas de lien social. Comme si, en fait, on en était venu à considérer que les rapports économiques n'étaient pas des relations sociales, ce qui en fait est une absurdité. Mais alors cette question revient tout le temps, et ce qui nous conduit souvent à opposer de façon un peu idiote, je trouve, les modèles gratuits et les modèles marchands au sein de la consommation collaborative. En fait, les rapports économiques sont des rapports sociaux, mais effectivement, et c'est là tout l'attrait en fait de cette consommation, c'est ce qu'on retrouve en fait dans cette étude, c'est que les gens vont justement chercher à réhumaniser, à redonner du sens à leur consommation. C'est-à-dire que quand vous consommez de cette façon-là, vous avez un particulier comme vous face à vous et pas l'employé qui est le N-25 de la boîte, qui est le moins bien payé et qui du coup a très peu de motivation à être sympa avec vous. Donc il y a un côté, on débureaucratise, on horizontalise les rapports économiques et du coup ça c'est quelque chose, c'est un attrait très très fort au niveau des gens. Alors la contrepartie, quand on demande qu'est-ce qui vous freine en fait dans ces pratiques de consommation collaborative, on va avoir dans un cas très très minoritaire des gens qui vont vous dire c'est le fait qu'on s'évalue les uns les autres. Parce que la contrepartie, généralement pour qu'un système entre particuliers, une place de marché entre particuliers fonctionne, c'est que vous fassiez confiance les uns les autres et généralement ça signifie évaluation réciproque des participants. Ça peut être un frein, mais le principal en fait est l'aspect frictionnel de cette consommation. Et là c'est quelque chose d'assez intéressant puisqu'on a 67% des gens qui nous disent oui j'ai arrêté de la pratiquer ou alors ça m'ennuie parce que ça prend du temps, parce qu'il faut chercher, parce qu'il faut, c'est plus compliqué qu'aller effectivement acheter un produit standardisé quelque part. Et en même temps, c'est là je pense qu'il y aura quelque chose d'intéressant à voir avec la ruche qui dit oui. Cet aspect frictionnel, cette espèce de consommation pas immédiate, est ce qui donne un petit peu ce supplément d'âme à la consommation collaborative. Par exemple, c'est aussi pour ça que la ruche qui dit oui, vous allez vous déplacer de la ruche près de chez vous pour aller chercher vos produits, vous n'êtes pas livré chez vous. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on est dans un monde où les gens justement achètent beaucoup en ligne, où tout se dématérialise. Et en fait, j'ai l'impression que, en tout cas, ça se traduit aussi à travers ces attentes de consommateurs qu'on voit dans cette étude, que le contrebalancier est amorcé. Et qu'au contraire, on va avoir de plus en plus de points physiques de vente, mais alors dans une logique un petit peu de tiers-lieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas on est dans un lieu effectivement où on remet en avant le lien social, où on discute, ou un lieu de vie finalement. Et cet aspect en fait est très très important. Et vous voyez d'ailleurs aujourd'hui les grandes enseignes du commerce électronique commencer à lancer des boutiques physiques. Et donc cette étude en fait nous suggère qu'il y a vraiment cette attente alors c'est vraiment une bande très très fine entre cet aspect frictionnel de la consommation collaborative et le fait que ça reste pratique. Merci Arthur Degrave. Voici donc parfaitement posé notre sujet. Alors, le titre de cette table ronde, c'est l'économie collaborative. Quel défi pour les industriels? Alors, fort logiquement, je me tourne vers vous, Monsieur Crevoisier. Comment faire entrer du collaboratif dans le modèle industriel? Alors, vaste question, voilà, vaste programme. C'est une grande question pour commencer. Donc, je vais essayer c'est ce qu'on voit bien de partir finalement du consommateur. Et c'est ce qu'on voit bien dans l'étude Ipsos. Finalement, le consommateur, il cherche du résultat. Il y a toujours cette idée, effectivement, c'est du résultat. Donc, effectivement, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir lui amener un résultat qui soit le résultat qu'il attend lui. Et effectivement, à partir de là, il y a toute une question par rapport à nos produits qui sont des produits de cuisine, de se dire, oui, comment effectivement je vais pouvoir répondre à cette attente du consommateur de lui proposer ce dont il a envie au moment où il en a envie. Donc, on a beaucoup réfléchi à cette question et en fait, on a trouvé que finalement, quand on travaille sur la cuisine, tout ça a un langage qui est un langage commun, qui est la recette. Et en fait, toute cette partie résultat, elle est caractérisée certes par de l'ingrédient, certes par du produit,
mais il y a un langage qui est commun, qui est la recette. Donc on a travaillé effectivement sur le fait de se dire qu'est-ce que va être la recette de demain, comment va-t-on utiliser la recette. Et donc on est arrivé relativement naturellement à tout ce qui est la recette Internet. Aujourd'hui, si je cherche une recette, je vais la chercher sur Internet. Et de se dire finalement, eh bien la cuisine de demain, elle aura une langue, et cette langue, ça va être la recette digitale. Et donc de se dire finalement, tiens, c'est quelque chose qui va être très intéressant, puisque cette recette devenant digitale, elle va pouvoir être personnalisée, elle va pouvoir s'adapter effectivement à ma situation, à mes problématiques de santé, et donc on va pouvoir commencer finalement à réfléchir, à répondre à la question que posait Ipsos, c'est si je veux effectivement faire un repas sur le pouce, si je le veux à telle heure, si je le veux plutôt frais, etc., etc. Et on va finir par trouver des réponses effectivement à ce type de questions à travers la recette digitale. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à l'idée du produit connecté, non pas pour l'idée de la connexion, mais pour l'idée effectivement que le produit connecté, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Justement, il va pouvoir comprendre de la recette digitale. Donc en comprenant de la recette digitale, il va pouvoir effectivement répondre à des attentes qui sont des attentes spécifiques. Donc effectivement, il va pouvoir non seulement faire ce qu'on faisait d'habitude, donc cuisiner, mais cuisiner dans le cadre d'une offre de service, qui peut être par exemple le repas sur le pouce. Et on voit déjà j'ai vu un site récemment qui commence à proposer ça, qui dit je cuisine, et finalement, si je fais un bœuf bourguignon, je vais prendre le bœuf bourguignon au hasard, si j'en fais pour 5 ou pour 6, tiens, je vais peut-être trouver des gens qui sont intéressés à cette heure-là à consommer du bœuf bourguignon, et je vais pouvoir effectivement discuter avec eux de façon très conviviale, et puis pouvoir effectivement leur livrer, ou ils vont passer chez moi, peut-être même éventuellement déjeuner chez moi, et finir le bœuf bourguignon qui est complémentaire. Donc en fait, c'était toute cette idée que tout le monde digital rend possible des choses qui étaient pas possible précédemment, et qu'effectivement la cuisine va changer énormément et va évoluer énormément, et que cette dimension du digital va permettre non seulement d'offrir du résultat, parce qu'effectivement on va réussir sa recette plus facilement, mais également d'offrir tout un tas de services. Moi, au début, quand on avait travaillé là-dessus, j'avais appelé ça le mythique de la cuisine. Je disais, oui, tiens, ils pourront se réunir, on saura qui est-ce qu'on invite, on va mettre ensemble les préférences, hein, c'est le face cook, et chacun va pouvoir imaginer la recette qui est la recette idéale pour les 5 convives, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête plus au produit, le prolongement, c'est le service. Totalement, le prolongement, c'est le service. Et donc, c'est quelque chose de très vertueux à plusieurs titres. C'est quelque chose de vertueux dans le sens du développement durable, puisqu'en fait, finalement, on a été habitué à utiliser des produits, à le renouveler fréquemment, parce qu'effectivement, on ne vend que le produit. Donc, si on veut augmenter son chiffre d'affaires, il faut vendre plus de produits. Et si on veut vendre plus de produits, il faut créer encore plus de besoins, etc., etc. Alors qu'en fait, quand on est dans un raisonnement où effectivement, autour du produit, on va vendre du service, non seulement du service, parce qu'on va vendre de l'ingrédient aussi. Hein, c'est la partie, je vais un peu vite, mais il y a une partie qui est une partie vente de l'ingrédient qui sera liée également à tout ça. Mais ça va être une expérience qui va être une expérience globale, produit, ingrédient, service. Et à partir de ce moment-là, le produit n'aura qu'une valeur relative, et effectivement, le produit, il sera important qu'il dure, parce que effectivement, il permet le fait d'avoir du consommable ingrédient et du consommable service. Il n'y aura rien de pire qu'un produit qui tombe en panne, parce qu'un produit qui tombe en panne, je ne peux plus fournir du service et je ne peux plus fournir de l'ingrédient puisqu'il ne fonctionne plus. Donc on va aller vers du produit qui va être plus durable, plus multifonctionnel, et ça c'est vertueux. Et effectivement, à partir de là, on va rentrer effectivement dans cette notion du fait que finalement ce qui a de la valeur, ce n'est pas tant le produit que son utilisation. Et c'est pour ça qu'effectivement, à partir de là, en ayant un produit plus durable, il risque effectivement d'être un peu plus cher, il faut être honnête. Mais par contre, effectivement, il y aura des solutions qui vont être des solutions d'utilisation
qui vont être différentes. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi également à un programme de location d'appareils dont on pense qu'effectivement c'est quelque chose qui pourrait être amené à se développer dans ce cadre-là. Location, ça c'est dans les tuyaux. Vous avez un horizon ou c'est totalement dans les tuyaux, donc c'est un peu une première. Donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui est effectivement sur l'idée que les produits étant amenés à être plus intelligents, donc les services vont évoluer. C'est pareil, aujourd'hui on achète un produit, on sait ce qu'il va faire. C'est un peu comme si j'achetais une voiture, je sais ce qu'elle va faire. Demain on va acheter un produit, il va faire un certain nombre de choses, et puis la version 2 va en faire d'autres, et puis la version 3 va en faire d'autres, et puis la version 4 va en faire d'autres. Donc il y aura un enrichissement des produits. On n'utilisera plus les produits de la même façon. On n'utilisera plus un produit en se disant voilà, je l'ai acheté pour cette raison. On utilisera un produit, et puis on imaginera, assez normalement, tiens, tous les 6 mois, je vais avoir une expérience nouvelle autour de ce produit à travers l'offre digitale. Sur la partie location, donc, l'idée, c'est effectivement que le consommateur, soit certains produits assez emblématiques, si on imagine une raclette, on ne fait pas des raclettes tous les soirs. Donc, par contre, c'est très convivial, une raclette. Donc, on imagine très bien, effectivement, tiens, je vais... Et c'est plutôt dans l'expérience. De nouveau, on ne se place pas dans le produit, mais on se place dans l'expérience. Quelle est l'expérience qui m'intéresse ? L'expérience qui m'intéresse, c'est une raclette conviviale. Donc, on va offrir l'expérience raclette et pas obligatoirement pousser à l'achat du produit raclette. Donc, ça sera le genre de produit qu'on va offrir en location. Il y a d'autres produits, donc on parlait effectivement du coût du produit, on parlait effectivement du coût du repas, donc le repas sur le pouce, peut-être qu'effectivement, pour que j'arrive à 6 €, ça sera plutôt du produit de location fait dans une cuisine commune, etc., etc. Et donc toutes ces pistes nous ont fait penser qu'effectivement la location du produit pouvait redevenir. Ça a été important pendant une certaine période. Il y a 20 ans, 30 ans, on louait assez facilement des produits, puis ça a complètement disparu. On est passé vraiment dans de la consommation massive, et là on pense que ça peut effectivement redevenir quelque chose d'important. Donc on a mis en place on est en train de mettre en place une expérience pilote complète, parce que ça paraît simple de dire on loue des produits. En fait, c'est très complexe à organiser. En particulier, ça a été évoqué dans l'étude Ipsos, il y a tout l'aspect propreté. Le consommateur veut bien rentrer dans ce type de schéma, mais il veut être sûr qu'effectivement il ne prend aucun risque. Donc ça demande toute une chaîne qui est une chaîne effectivement de reconditionnement et qui est une chaîne importante. Donc tout est prêt et on va lancer une expérience pilote sur Dijon. Donc comme vous disiez, nous sommes les locales de l'étape. Donc moi, je me sens assez local. INSEP, c'est la Société d'embouteillage de Bourgogne. Donc on est à 30 km d'ici. Donc on va lancer l'expérience sur Dijon et on va lancer l'expérience en septembre. Donc voilà, écoutez, c'est pour demain. Parce qu'on appelle ça dans le métier, on appelle ça un scoop. Merci, Monsieur Crevoisier. Fanny Bénard, si vous voulez bien vous saisir du micro, vous conseillez des entreprises du CAC 40, tout comme des entreprises de taille intermédiaire, pas que des entreprises du CAC 40, mais notamment, donc pour dire que ce sont comme des entreprises de poids. Comment perçoivent-ils cette notion de collaboration, le côté modèle collaboratif ? Comment c'est vu ? Est-ce que c'est vu comme quelque chose de sympathique ou c'est quelque chose qui est pris au sérieux, voire presque quelque chose de potentiellement dangereux ? En fait, ça amène des réflexions et ça amène des réflexions sur... et là, je reprends le chiffre de 74% des consommateurs Vous approchez juste un tout petit peu de la consommation collaborative qui vont chercher du sens. Ça pose la question de s'ils vont chercher du sens là-dedans, est-ce que c'est pas parce qu'ils l'ont perdu dans la consommation classique ou auprès de la grande distribution classique ou auprès des industriels de l'agroalimentaire notamment, et puis aussi comme on a des clients d'autres secteurs. Et en fait, c'est comment on a peut-être perdu une confiance, une image, comment on a peut-être perdu le lien. Alors nous, on travaille sur les achats, mais justement ce lien avec les producteurs, avec les fournisseurs, et puis ce lien avec le consommateur qui aujourd'hui interroge quand on voit l'émergence de tous ces modèles-là, de toutes ces nouvelles façons de consommer. Et notamment dans les achats,
comment on a peut-être arrêté de parler du produit, justement, de ce que l'acheteur achète, mais on a parlé de prix, on a parlé de contraintes de délai, de contraintes de qualité, on a peut-être arrêté de parler de qu'est-ce qu'on achète au final, comment on transforme et au final qu'est-ce qu'on vend. Donc c'est des choses qui nous touchent, nous, dans nos travaux avec les acheteurs, de comment on retrouve ce sens-là et comment par les achats on retrouve ce sens-là pour au final aussi que le consommateur puisse retrouver ce sens-là, cette image qui a peut-être été un peu diabolisée de l'industrie, notamment dans l'agroalimentaire aujourd'hui. Et concrètement, quelles sont les initiatives que soit la grande distribution ou soit les grands industriels peuvent prendre pour montrer qu'ils prennent ces notions-là très au sérieux ? Donc déjà, il faut travailler global dans l'entreprise. C'est-à-dire comment on ne va pas juste travailler avec les acheteurs. Bien sûr, on va travailler avec les acheteurs. Comment un acheteur peut revoir sa façon d'acheter ? Comment un acheteur peut s'ouvrir à l'économie sociale et solidaire, au secteur adapté, aux PME ? Parce qu'il n'a pas l'habitude d'aller travailler avec ce type d'entreprise. Parce que peut-être ça lui apporte des contraintes qui sont différentes. Et en fait, il faut montrer comment on passe au-delà de ces contraintes, au-delà de ces barrières, et on crée de la valeur avec ça. Donc on peut faire ça, et surtout casser les silos, arrêter de travailler les acheteurs dans leur coin qui reçoivent un cahier des charges au dernier moment et voilà, tu te débrouilles avec ça. Comment on va impliquer dans ces sujets-là la R&D, le marketing, la direction financière, la direction générale, et comment on va travailler tous ensemble à retrouver ce sens et pour toute la chaîne de valeur en fait, et en lien avec les fournisseurs, les producteurs et en lien avec le consommateur. Merci. Marc-David Choukroun. Je rappelle les chiffres, je suis allé les piocher sur votre site. La ruche qui dit oui, c'est 674 ruches dans toute la France. Et vous avez même essaimé, c'est le cas de le dire, à l'étranger. Alors, vous défendez la notion de circuit court dans l'alimentaire. Autrement dit, vous court-circuitez les intermédiaires et la grande distribution. Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cette séquence, que vous vouliez que les consommateurs et les producteurs reprennent la main. C'est ça votre philosophie ? Oui, exactement. Alors, nous, on n'a pas inventé les circuits courts. Finalement, on les a modernisés avec un système de consommation collaborative, une plateforme Internet, une marketplace, comme on l'appelle. Mais les circuits courts existent depuis bien longtemps, les marchés, la vente à la ferme, etc. Et il y a une volonté pour les producteurs, pour les artisans et aussi pour les consommateurs de reprendre la main sur la distribution et la consommation pour finalement recréer du lien, comme on l'a dit, et finalement se réapproprier les bénéfices, la réussite du commerce et ne pas laisser la majeure partie de ces bénéfices, de cette réussite, à des intermédiaires commerciaux. C'est une volonté de réhumaniser aussi finalement le commerce. On reste dans du commerce assez traditionnel finalement, mais avec un côté plus humain, plus proche. Voilà. Et quelles sont les marges de progression de la ruche qui dit oui ou des modèles économiques existants ? Parce que, on le voyait ce matin, on parle de 5% maximum, et encore, c'est peut-être un chiffre généreux. Vous êtes enfermé un peu dans cette image d'un modèle qui est limité à quelques bobos parisiens, quelque chose qui est sympathique, mais encore une fois, qui aura du mal à s'installer durablement. C'est une critique que vous entendez souvent. Comment vous y répondez ? Alors, je pense que 5%, vous parlez des ventes qui sont réalisées par Internet, pas forcément des circuits courts à proprement parler, qui, eux, prennent de plus en plus d'importance, reprennent de l'importance. Les gens retournent au marché, retournent chez les commerçants locaux. C'est plutôt la grande distribution qui arrive aujourd'hui à un point de saturation et pas les circuits courts. Ensuite, les consommateurs donc, retournent sur les circuits courts et sont en recherche de modernité, d'innovation de services, d'innovation de modèles économiques. Et donc, nous, on a le sentiment qu'ils seront de plus en plus nombreux à venir vers nous ou vers d'autres modèles innovants. Il y a d'autres modèles innovants qui arrivent aussi dans la distribution alimentaire. On parle aujourd'hui des premiers supermarchés coopératifs. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un autre modèle intéressant où chaque personne va aider dans le supermarché pour éviter finalement
d'avoir une partie qui va aux travailleurs du supermarché, mais en tout cas reprendre cette partie en main. Est-ce que c'est un système économique qui est réservé à des bobos ? Je pense pas, et je pense que justement la réussite de la ruche qui dit oui démontre le contraire, parce qu'on ne s'est pas du tout développé de façon centralisée sur Paris. Alors même si on construit notre système informatique sur Paris, le réseau s'est tout de suite développé sur l'ensemble du territoire. Et chaque ruche, en fait, comme chaque ruche, alors dans notre système, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le fonctionnement de notre système, mais la ruche qui dit oui, c'est un système qui permet à des particulier de monter ce point de distribution local qui est tenu par ce qu'on appelle le responsable de ruche, qui est une sorte de commerçant, mais de néo-commerçant, puisque c'est un entrepreneur particulier qui découvre les joies du commerce facilitées grâce à une plateforme Internet. Et cette personne, en tout cas, finalement, peut faire partie de n'importe quelle classe sociale. On a une vraie diversité de profils, nous, dans la population des responsables de ruches, et va créer une ruche qui va s'adapter à sa personnalité, à son territoire. Et donc, on va retrouver une diversité de ruches très variée dans tout le pays, avec des diversités de prix, des diversités de clientèle, et pas finalement uniquement un phénomène de bobo parisien. Parce que finalement, avoir envie de manger mieux, d'avoir une meilleure connaissance de la provenance de ses produits, c'est quelque chose qui touche énormément de gens. Alors on le voit bien quand on fait ses courses dans le supermarché, il y a cette tendance de la grande distribution à mettre en avant des producteurs sur des boîtes d'œufs, sur des litres de lait. Est-ce que vous dites c'est très bien qu'ils mettent en avant le côté circuit court, production locale, ou est-ce que vous dites que c'est du greenwashing ? Non, on trouve que forcément c'est bien que les producteurs retrouvent leur place même au supermarché. On ne va pas dire que les supermarchés font tout mal. Le seul souci finalement, c'est que chez nous, dans les réseaux de circuits courts, les consommateurs vont voir le producteur pour de vrai. Ils vont pouvoir le rencontrer. Ils ne vont pas uniquement le voir en photo sur un pot de yaourt. Et donc ils vont créer ce lien, cette relation. Ils vont pouvoir poser les questions importantes, ce qui va pas être le cas pour les supermarchés. Aussi, ce qui est important de dire finalement, c'est que généralement dans la grande distribution, les circuits courts ne sont pas la mécanique d'approvisionnement qui leur permet de créer le plus de rentabilité. À la fois, ça crée des difficultés parce qu'ils vont pouvoir faire moins de marge, les produits coûtent plus cher, l'approvisionnement est plus compliqué parce que les quantités sont plus faibles. Donc on s'aperçoit souvent, même en étudiant 10 ans d'essais de circuits courts dans la grande distribution, que beaucoup de supermarchés essayent, puis abandonnent, puis essayent, puis abandonnent. Ils ont du mal finalement à pérenniser le circuit court et à être rentable sur le circuit court et sur la vente de produits frais en circuit court. Ce qui est finalement un souci et qui est une problématique liée à l'organisation même du système de la grande distribution, qui est construit sur un système d'économie d'échelle où il faut acheter des très très grandes quantités pour pouvoir créer de la rentabilité. Alors que finalement, nous, dans notre système extrêmement décentralisé, en remettant le producteur au centre, le producteur qui fixe son prix, qui va livrer ses points de distribution, et en prenant une commission qui va toujours être fixe, nous, on arrive à créer un système où tout le monde a une réussite économique en vendant du produit frais en circuit court. Merci Marc-David. Christine Balaguet, vous me disiez que vous avez remis, la commission que vous représentez sur le numérique, vous aviez remis un rapport avec des recommandations au Premier ministre. Il était question notamment, alors vous n'allez pas pouvoir nous dévoiler tout, mais il était question de recommandations sur l'économie collaborative, ce qui montre bien que c'est quand même quelque chose qui est pris, qui doit être pris au sérieux au plus haut niveau de l'État. Alors, je redis un tout petit peu ce qu'est le Conseil national du numérique. Donc, c'est un groupe de 30 experts. On est nommé par le président de la République et on est saisi par le gouvernement sur un certain nombre de grands sujets du numérique. Et là, c'est la première fois qu'on est saisi au niveau Premier ministre. On a été saisi en septembre 2014 sur les grands enjeux du numérique. Donc, il y a tout ce qui concerne l'économie, il y a tout ce qui concerne la loyauté, les questions des données personnelles, tout ce qui concerne le rôle de l'État, et enfin un quatrième thème dans lequel on parle de métamorphose numérique de la société. Et dans ce thème-là, donc il y avait des sous-thèmes sous chaque grande partie, dans ce thème-là a été abordée donc la question de l'économie collaborative. Alors, cette concertation, c'est une concertation nationale qui a été faite, donc plusieurs milliers d'individus ont répondu.
individus, plusieurs entreprises, des think tanks. Voilà, il y a eu toute une réflexion sur tous ces sujets, dont l'économie collaborative. Et on a donc restitué toutes les contributions et puis rédigé un rapport. Alors, simplement, il n'est pas encore remis. On l'a voté vendredi dernier, mais dans lequel on a fait un certain nombre de recommandations. Alors, je voulais juste revenir sur un certain nombre de points qui ressortent de la concertation et qui ont été dits précédemment, mais ça ressort bien de tout ce qui a été mis dans cette question d'économie collaborative. Le premier élément, alors peut-être que je reviens juste de ce qui était là ce matin à ma présentation. Pour moi, l'économie collaborative, c'est quand même, par rapport à ce que je disais ce matin, c'est cette capacité d'agir de l'individu qui devient de plus en plus forte avec aujourd'hui le crowd, avec la foule, c'est-à-dire je fais des choses avec des gens que je ne connais pas. Je fais des choses également en confiance, dans un univers de confiance, alors qu'on est probablement dans un univers plus global, très commercial, où cette confiance peut-être s'effrite un tout petit peu. Donc on est vraiment dans ce cadre-là, dans l'économie collaborative. Cette capacité d'agir de plus en plus importante. La deuxième chose que je voulais dire juste en introduction, c'est que il faut aussi un tout petit peu relativiser quand même le phénomène. Si on regarde en termes de chiffres, il y a une étude de Pricewaterhouse qui est sortie très récemment qui dit que l'économie collaborative, c'est 12 milliards dans le monde. Donc ça reste quand même à une échelle pour l'instant qui est assez faible, même si c'est en très très forte croissance. Pour l'instant, certains secteurs sont touchés, mais on n'a pas quand même une révolution de tous les secteurs par cette économie collaborative. Donc la question qui se pose, c'est la question du passage à l'échelle. Voilà. Donc pour en venir à la concertation, ce qui est ressorti, c'est ce que vous avez évoqué en tout début, c'est que c'est un patchwork quand même, l'économie collaborative. Mais tout ne se ressemble pas, il y a plusieurs modèles. On peut parler de marchand, non marchand, même si cette question peut porter à débat. Mais surtout, il y a des modèles extrêmement différents. Il y a des premiers modèles qui sont de la redistribution. C'est typiquement le Bon Coin. On revend des produits. Il y a des modèles qui sont des systèmes de services produits. Là, c'est Airbnb, c'est Uber. Donc là, effectivement, on loue des appartements où on fait on devient chauffeur de taxi. Il y a des services pair à pair. Les services pair à pair, c'est du Blablacar. Ou alors, il y a des services qui sont des services locaux participatifs. C'est la ruche qui dit. Donc, on a quand même une multiplicité de systèmes. Et ces systèmes sont tellement différents que, quelque part, si on veut réfléchir à ces modèles, il faut réfléchir sur chacun de ces systèmes qui n'appellent pas probablement le même type de régulation et les mêmes types de réflexion. Ce qui est ressorti aussi de la concertation, c'est de manière vraiment très générale, c'est un besoin massif d'avoir une connaissance beaucoup plus précise de ce secteur. Et pas forcément, même si les études sont menées par les acteurs eux-mêmes, pas forcément que par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire une nécessité de faire travailler des économistes, de faire travailler des sociologues qui travaillent déjà beaucoup sur le sujet, mais d'avoir une vision, je dirais, de qu'est-ce que va devenir cette économie, quel est l'impact qu'elle peut avoir sur le secteur traditionnel. Et là, on a parfois des scénarios qu'il faut aussi avoir en tête, notamment en termes d'emploi. Vous avez quelques papiers de recherche américains qui disent que si cette économie, elle se développe à très grande échelle, s'il y a vraiment ce passage à l'échelle dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on risque de ne plus avoir d'emploi. On aura du travail, mais on n'aura plus d'emploi. C'est-à-dire, on sera tous des intermittents pour telle ou telle société. Donc, ça peut aller très loin. Voilà. Donc, ça demande simplement, ça a été dit par tous les acteurs, mais beaucoup plus je dirais, d'analyse approfondie de cet impact économique et de l'impact social. Après, la question qui est aussi ressortie de cette concertation et sur laquelle on a pas mal travaillé, c'est la question du travailleur collaboratif. Parce que là aussi, pour l'instant, c'est à petite échelle, mais si ça passe à grande échelle, ce que certains appellent de leur vœu, et pourquoi pas, c'est la question de qu'est-ce que deviennent ces gens qui produisent sur des plateformes. Alors, qui peuvent être à la fois, comme ça a été dit au début, consommateurs, à certains moments, et puis à d'autres moments, producteurs. Donc si ça se généralise, on devient tous producteurs, on travaille, et pour l'instant, il n'y a pas de statut, c'est-à-dire il n'y a pas de protection sociale, il n'y a rien autour de tout ça. Pour l'instant, ça a été dit, ça arrange les fins de mois, effectivement, on partage par le covoiturage des frais. Il y a des modèles qui sortent, notamment pour Airbnb, un certain nombre de modèles dans lesquels il commence à y avoir une déclaration des revenus
possible et une déclaration par la plateforme de tout ce qui se passe sur la plateforme. On vit un peu ce qui s'est passé sur eBay au début de la grande plateforme eBay, c'est-à-dire sur eBay, les gens ont commencé à vendre et à acheter des produits. Il y a des gens qui ont tellement vendu sur eBay que eBay a développé une partie qui est, alors je ne sais plus quel est le montant, mais je crois que c'est 2 000 € par mois, au-delà de 2 000 € par mois, mais je ne suis pas sûre de mon chiffre, mais sur eBay, on est obligé de déclarer son activité sur eBay comme professionnel. Donc probablement qu'il va y avoir, si cette économie, encore une fois, se développe et passe à l'échelle, une vraie professionnalisation d'un certain nombre de gens et donc une déclaration et donc un statut à réfléchir sur ce statut du travailleur collaboratif. Sinon, et je termine juste par là, on est dans la question des plateformes aussi que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire des plateformes qui peuvent être ou devenir dominantes. On se pose des questions sur Airbnb aujourd'hui, qui peut devenir une plateforme dominante dans le domaine du tourisme. Donc, qu'est-ce que c'est que ce statut du travail ? Et puis, il y a la question de la loyauté de ces plateformes lorsqu'elles deviennent dominantes dans le cadre du passage à l'échelle, à savoir, lorsque je contribue, par exemple, à Airbnb, lorsque je contribue à Uber ou que je contribue à une plateforme collaborative en tant que producteur, eh bien, qu'est-ce que je ramène à la plateforme ? Est-ce que je suis un très gros contributeur ? Pas un très gros contributeur. Il faut une plus grande transparence des plateformes d'économie collaborative elles-mêmes. Et donc, il y a toute une régulation, une réflexion possible de régulation autour de tout ça. Et le dernier élément qui est sorti de la concertation, c'est aussi cette idée de marchand non marchand, en se disant il y a quand même deux types d'économie collaborative et sur tout ce qui est économie solidaire, sociale et solidaire, une nécessité de faire connaître cette économie, de faire connaître aussi ces nouveaux modèles qui sont des modèles où on pense la société différemment et donc tout un enjeu de communication massive sur cette économie qui a du sens. Voilà. Merci Christine Balaguet. Je me tourne maintenant vers vous, Mathieu Dubois de la Barre. Vous êtes donc sociologue de l'alimentation. Alors, malgré tout, les industriels essaient de réagir, la grande distribution aussi. Alors, peut-être pas avec un modèle collaboratif, mais avec un modèle peut-être plus inclusif. Et c'est là qu'on en vient à parler de la notion de bottom of the pyramid, un concept qui vous semble important et sur lequel j'aimerais bien que vous puissiez vous exprimer. Oui, alors je vais faire un petit pas de côté avant d'attaquer les BOP dans l'alimentation. Je crois que, et c'est ce qui a été dit principalement quand on a parlé d'économie collaborative ici, c'est la question du sens, de retrouver du sens dans l'économie, etc. Et certes, il y a l'économie collaborative, mais il y a probablement d'autres systèmes. Et ce qu'on ressent au travers des enquêtes qui ont été présentées ici, c'est que le sens, c'est quelque chose qui est important pour le consommateur. Mais les entrepreneurs sont aussi des consommateurs et recherchent également du sens. Et en fait, si je voudrais évoquer les BOP et également peut-être d'autres exemples, c'est qu'il me semble que cette question du sens est un moteur d'innovation. On le voit bien au travers de l'économie collaborative, mais on peut le voir au travers d'autres exemples. Et donc, d'une certaine manière, je pense que le sens, la justice sociale, l'éthique, qui sont parfois des valeurs qui sont aussi partagées, alors évidemment dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi par des entrepreneurs plus classiques, peuvent être moteurs d'innovation sociale. Et on a trop souvent tendance à voir, en particulier dans l'agroalimentaire, l'innovation comme étant une innovation produit, une rupture technologique, etc. Mais il me semble qu'il y a aussi toute une question qui touche les innovations sociales. Et effectivement, un des exemples assez marquants de ça, c'est ce qu'on appelle les produits BOP, donc BOP, Bottom of the Pyramid. L'idée a été lancée par un économiste indien, Mohamed Yunus, qui a été de dire, au fond, ce qui est la base de la pyramide, donc finalement, les gens qui ont le moins de revenus, qui sont en bas de la hiérarchie sociale, représentent le plus grand nombre de consommateurs. Il est parti de cette idée simple. Effectivement, à l'échelle de la planète, vous avez à peu près 4 milliards d'individus qui gagnent moins de 3 000 dollars par an, donc des revenus relativement faibles. Et l'idée, c'est de dire, au fond, cette immense majorité de consommateurs a les mêmes besoins
que tout un chacun, et donc que tous les consommateurs. Et donc, il faut trouver des business models, des modèles économiques qui permettent à ces consommateurs de répondre à leurs besoins. Or, et là je reprends ma casquette de sociologue de l'alimentation, dans les besoins, bien sûr, un des besoins massifs et majeurs, c'est le besoin alimentaire. Pour vous donner une idée, à l'échelle mondiale, le marché que représenteraient les BOP s'élèverait à 2894 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose de relativement massif. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, comment on va trouver un certain nombre d'innovations, qui sont à la fois des innovations produits, des innovations dans le process industriel pour baisser les coûts, mais également des innovations en termes d'achat, des innovations en termes de circuits commerciaux, etc., qui vont permettre de toucher ce public. Alors effectivement, en réduisant les marges, mais donc tout en réduisant les marges, en touchant de manière massive des consommateurs. Ce qui est intéressant... Vous avez des exemples précis pour qu'on voit bien de quoi on parle, que ce soit dans l'alimentaire ou pas? Voilà, dans l'alimentaire, l'exemple le plus connu, c'est la Grameen Bank qui s'est mis en cheville avec Danone, c'est ce qu'on appelle Danone Communities au Bangladesh en particulier. Donc ça, c'est l'exemple le plus connu. En fait, alors pour reprendre un petit peu toutes les innovations, il y a d'abord une innovation produit dans le sens où ils ont remplacé. Donc ils sont partis du constat au Bangladesh qu'il y avait des carences. Donc il y a un constat nutritionnel chez les enfants. Ils ont voulu apporter un produit, un yaourt qui répondait à ces carences. Pour ça, il y a une innovation produit en termes de coût. Ils ont remplacé le sucre dans ces yaourts par de la mélasse qui diminuait un petit peu le coût. Il y a des innovations en termes d'achat. Ils se sont appuyés sur des micro-fermes pour l'approvisionnement en lait, donc micro-fermes qui étaient financées par le microcrédit. Alors je pense que le microcrédit, tout le monde sait ce que c'est. Et également en termes de circuit de commercialisation, puisque ce sont des femmes qui vont distribuer ces yaourts porte à porte, et qui plus est aussi avec une tarification liée à la localisation spatiale, c'est-à-dire dans les villes, le prix du produit est un petit peu plus cher, en périphérie urbaine un peu moins cher, et en milieu rural nettement moins cher. Alors, le modèle de Danone Communities est discuté, critiqué, etc. Ce n'est qu'un exemple. Mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est que l'idée qu'il y a derrière, c'est d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du durable, à la fois sur le plan écologique, parce que ce sont des produits locaux, ce sont des circuits courts, etc. À la fois sur le plan économique, puisqu'on réinvestit de l'argent au niveau local, on crée de l'emploi local, mais également sur le plan social, puisqu'on combat les inégalités sociales, et en particulier les inégalités sociales de santé, avec cette question de la nutrition. Après, au tas de l'exemple qui pourrait être critiqué et discuté, je ne dis pas que c'est un exemple dont il faut faire un parangon, mais c'est l'idée qui m'intéresse. Et tout ça s'appuie sur un modèle économique a priori viable. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, cette idée du sens, cette idée d'une certaine éthique, cette idée d'une économie sociale et responsable est en fait un forum d'innovation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense avec ces idées-là, on s'oblige à trouver tout un tas d'innovations, que ce soit des innovations technologiques, des innovations commerciales, etc., etc. Et je vais prendre un second exemple. Là, on était plutôt dans un exemple qui touche à la question de la justice alimentaire, des inégalités sociales, mais ça touche également les questions environnementales. C'est un exemple qui touche l'agriculture urbaine, et cette fois-ci dans les sociétés occidentales. Alors peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire des fermes Loufa au Québec. En fait, c'est le récit un petit peu mythique et génésique. L'entrepreneur s'est amusé à regarder Google Maps et s'est rendu compte que dans les villes, il y avait des grandes zones plates, c'était les toits des supermarchés. Et donc il s'est dit, mais ces espaces, il faut les réutiliser, et il s'est mis en tête de construire des serres sur les toits des supermarchés. Et donc ça a commencé à Montréal, et donc c'est des serres évidemment qui cumulent tout un tas d'innovations en termes agronomiques. Il y a plus de 40 légumes
qui sont cultivés. Ils utilisent l'énergie, la chaleur produite par le supermarché pour éviter trop d'intrants énergétiques dans leurs serres. Bien sûr, il n'y a pas d'utilisation de pesticides, etc. Ils utilisent des techniques bio-raisonnées pour combattre les insectes, etc., etc. Et par ailleurs, ça marche aussi sur l'idée de rapprocher le consommateur du producteur, puisqu'on est en circuit court. Il y a ce qu'ils appellent des points de cueillette, c'est-à-dire des lieux, ça ressemble un petit peu au ruche qui dit oui, des lieux où les consommateurs se rendent pour récupérer leur panier. Et également la collaboration avec tout un tas d'autres producteurs locaux qui viennent compléter les paniers au-delà des fruits et des légumes. Et là, encore une fois, c'est un modèle qui marche bien, puisqu'ils ont commencé à Montréal, c'est en train de se développer à Laval, qui est une autre grande ville du Québec, et ils vont bientôt ouvrir à New York aussi ce genre de choses. Donc on est à la fois dans un modèle très classique, je dirais, où presque il y a une colonisation et un modèle économique profitable, on va dire, et en même temps qui s'appuie sur des valeurs et du sens qui marchent. Voilà. Merci Mathieu. Arthur Degrave, saisissez-vous du micro, vous vouliez réagir. Oui, cher. Je trouvais intéressant de voir en fait qu'à travers l'intervention de Mathieu et l'intervention de Madame Alaguet, de la dimension finalement assez politique de tout ça. Politique. Oui, il y a quelque chose d'assez politique, puisqu'effectivement, en fait, l'économie collaborative, elle se situe vraiment dans le prolongement de l'économie numérique. Donc l'économie numérique, elle pose tout un ensemble de questions. Vous savez que quand vous faites une recherche sur Google, vous travaillez pour Google quelque part. Il y a un travail qui est fait parce que vous rendez son algorithme plus intelligent, parce que vous créez de la valeur pour la plateforme. L'économie numérique, elle fait de vous, en tant qu'individu, un travailleur malgré vous. Vous n'êtes pas un salarié, mais vous travaillez pour ces boîtes-là. L'économie collaborative, c'est un petit peu la même question, effectivement, à travers l'émergence de ce concept de travailleur collaboratif, c'est-à-dire qu'on est en plein dans le travail du consommateur. Alors, c'est déjà quelque chose d'assez large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites vos courses sur Internet, de toute façon, vous n'avez plus le vendeur de la Fnac qui vous dit ça c'est super, comme disent les compagnies, vous faites ce boulot-là vous-même. C'est un phénomène en fait qui est général. Et l'économie collaborative, en fait, est juste une étape de plus dans ce processus. Et donc effectivement, il y a à la fois, et on voit toutes ces ambiguïtés, parce qu'à travers ce que vous disiez, Mathieu, il y a cette promesse en fait d'économie à la fois profitable mais plus vertueuse, plus équitable dans la répartition de la valeur ajoutée qu'elle crée. Et à travers ce que vous évoquiez, le risque effectivement d'une précarisation rampante, parce qu'on rentre effectivement dans une économie, ça esquisse une économie post-salariale. Alors sur la taille de l'économie collaborative, on est assez d'accord, ça reste encore quelque chose de relativement marginal. Après, tout dépend du périmètre qu'on donne et du mode d'évaluation. Mais par contre, ce phénomène de cette mutation du travail, elle est beaucoup plus profonde. Et donc je pense qu'effectivement ça mérite qu'on ait cette discussion sur ça occasionne un vrai questionnement de notre contrat social, puisque aujourd'hui la protection sociale était assise sur le salariat de masse depuis l'après-guerre, et ce monde-là il est en train de se détricoter, et la consommation collaborative en est un symptôme. En parlant de salariat, ça suscite chez moi une question à Philippe Crevoisier. Finalement, vous êtes en train de déplacer un peu le curseur en disant on essaie de mettre plus l'accent sur le service, prolongement du produit. Est-ce que ça a, du coup, une implication sur votre politique de recrutement ? Oui. Donc le débat est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, on sent bien que derrière tout ça, il y a des business models qui sont des business models totalement différents. Et qu'effectivement, il y a une question de taille et il y a un peu une question de savoir est-ce qu'on va y passer. Nous, on est sûr qu'on va y passer, parce qu'effectivement, on était dans quelque chose qui était de masse, et qui était de masse pour répondre massivement et de façon volumique à un consommateur qui était un consommateur type, qui était le consommateur qu'on utilisait dans nos études. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on va travailler sur des besoins qui sont des besoins spécifiques, propres à chaque personne. Quelle typologie, quel problème de santé j'ai, quel goût j'ai, est-ce que je préfère sucré, est-ce que je préfère salé, est-ce que je préfère croquant, et de façon à lui amener la possibilité d'effectivement obtenir le résultat qu'il veut lui. Donc on voit bien que tout ça est en train d'évoluer complètement. Et pour nous, c'est pas est-ce que ça va évoluer ? Ça va forcément évoluer parce que ça répond beaucoup mieux aux besoins du consommateur. Donc au final, ce qui répond forcément, c'est comme l'eau qui va à la mer.
Ça va arriver. Donc effectivement, dans nos recrutements, ça change complètement, puisque effectivement, on était dans une question d'industrie de masse, où finalement on avait besoin de reproduire de façon identique le même produit dans des quantités très importantes. Là, on va introduire, effectivement, on a embauché un anthropologue, on a embauché des cuisiniers, on a embauché des gens qui sont dans l'agroalimentaire. Pourquoi ? Parce que effectivement, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est le résultat. Qu'est-ce que c'est qu'un bon résultat ? Comment est-ce qu'on va apporter ce résultat ? Comment est-ce qu'effectivement la partie digitale va permettre de le faire ? On découvre des choses qui sont des choses tout à fait nouvelles, puisque quel est le parcours d'un consommateur digital ? Comment il va arriver au résultat ? Par quelle étape il va passer ? Qui sont des choses totalement nouvelles. On testait un produit, finalement un produit, il avait une fonction, est-ce que la fonction répond aux besoins ? Point. Aujourd'hui, il y a tout un tas de possibilités et comment est-ce qu'effectivement il va utiliser, comment est-ce qu'il va comprendre le parcours digital qui va être l'expérience qui va lui permettre d'obtenir son résultat. Donc tout ça, c'est un monde qui est totalement nouveau, avec des business models qui sont nouveaux et qui est inventé. Donc c'est formidable d'intérêt et c'est formidable de risque, bien entendu. Mais c'est déjà vivant. Si on prend, il y a un modèle qui est très connu, si on prend le modèle qui est pas au niveau service mais qui est au niveau ingrédients, quand Nespresso fait les capsules, ça change complètement le marché des machines à café. Le marché des machines à café, il est plus le même avant et après. Eh bien, ça sera pareil. Le marché de la voiture, il sera probablement plus le même après Uber qu'avant Uber, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui arrivent et qui vont arriver. C'est le mythique de Nespresso, quelque part. Hein, oui, tout à fait. Fanny Bénard, peut-être un point de vue là-dessus. On sent que les industriels sont intéressés par ce modèle, ils voudraient bien y participer, mais en même temps, c'est pas toujours facile pour eux, parce que lorsqu'ils mettent en avant le côté durable, responsable, circuit court, tout de suite, ils se retrouvent exposés à la critique possible de dire « oui, vous faites ça pour... c'est une affaire de marketing », et au final, ils ont peur ils attirent l'attention et du coup qu'on voit ce qui ne serait pas forcément de bonnes pratiques. Oui, on a un vrai problème. Il y a une vraie question dans l'industrie de se dire quand on fait quelque chose, quand on intègre ces notions de développement durable, de collaboratif, d'éthique, comme on le disait tout à l'heure, comment faire pour ne pas être étiqueté greenwashing, ethic washing, voilà. Comment faire pour montrer qu'on est sincère ? Et comme on l'a beaucoup dit là, tout cela, perdu peut-être ce sens-là et qu'on le cherche par ailleurs, comment montrer qu'il peut y avoir du sens aussi dans l'industrie ? Comment peut-être changer la façon... Tout ça, c'est des questions et c'est des questions sur lesquelles on travaille et j'ai pas encore de réponse parfaite aujourd'hui. Mais on parlait de changer d'échelle. Aujourd'hui, La Ruche qui dit oui, et je ne vais pas cracher sur La Ruche qui dit oui, je suis moi-même consommatrice de La Ruche qui dit oui. Pour un producteur, c'est un petit débouché. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller faire toutes les ruches tous les jours, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. Il y a quand même une exploitation à faire tourner. Pour lui, c'est de la logistique. Il faut amener les produits à la ruche. Ça prend du temps. Voilà. Donc, comment on change cette échelle-là ? Est-ce qu'on ne peut pas discuter sur... on parlait de bottom of the pyramid, on parlait d'économie collaborative. Est-ce que l'industriel n'a pas sa place là-dedans ? En s'ouvrant tout simplement à la discussion avec des petites PME, avec de l'économie sociale et solidaire, pour aller capter potentiellement cette innovation, aider au partenariat, au développement. Donc je pense que aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de communication et quand je communique, je veux communiquer sincèrement et quand je fais des choses, je les fais sincèrement et on peut... dire qu'il y a des industriels qui font des bêtises, c'est vrai, mais il y a aussi des industriels qui font des choses bien, et c'est vrai aussi. Comment on peut faire les choses bien, communiquer pour les faire bien, tout en s'ouvrant. Et il y a aussi le dialogue avec les ONG, et notamment, c'est un fort sujet aussi, mais tout en s'ouvrant au dialogue avec toutes les parties prenantes. Alors c'est en cours, mais je pense que c'est le vrai moyen d'avancer, de changer d'échelle pour certains sujets, de réussir à travailler aussi sur cette bottom of the pyramid, qui sont des catégories qui sont très intéressantes, qui sont potentiellement des nouveaux marchés. Donc l'ouverture à la discussion est à mon avis, la clé.
Peut-être Marc-David Choukroun, voilà, vous êtes sympathique, mais la difficulté, ça va être de faire en sorte que vous preniez une place. Vous êtes loin de concurrencer, bien sûr, la grande distribution. Oui, et je voulais déjà commencer en disant que même nous, on se rend compte de la difficulté de faire accepter par l'ensemble des Français qu'on a une éthique et qu'on fait des choses dans une envie d'être dans une démarche de progrès, de réussite sociale et environnementale, et pas uniquement par hypocrisie et par envie d'avoir une réussite économique. Et finalement, même nous, à notre échelle, parce qu'on est une start-up qui réussissons, on se retrouve face à ce type de critique. Je trouve ça très dommage, et c'est pareil pour les industriels, pour les grands groupes. Je ne comprends pas parfois pourquoi on n'arrive pas à se dire qu'on doit tous être dans cette triple démarche de réussite économique, sociale et environnementale, et que ce n'est pas une question d'économie sociale et solidaire, d'économie traditionnelle, etc. Je pense qu'on est, nous, une nouvelle génération, même si on travaille dans des entreprises traditionnelles, qui avons une vraie éthique. Il y a peut-être moins aussi de greenwashing, d'hypocrisie qu'au début du développement durable. Et je trouve ça dommage, parce que c'est finalement même décourageant parfois pour les entreprises et les entrepreneurs, et ça invite pas à aller vers une démarche de progrès à cause de se dire on fait rien parce que sinon on va se faire critiquer. Voilà, je sais pas comment faire pour changer ça. Je pense que c'est un travail de tout un chacun, des industriels comme des startups, comme de la population, etc. C'était la première chose. Pour rebondir 30 secondes, exactement sur, il y a de l'éducation à faire sur le fait que, et je vais dire un gros mot, dans les 3 piliers du développement durable, il y a l'économique, et que souvent, on voit l'impact social, on voit l'impact environnemental, mais sans vrai impact économique et développement durable, puisqu'on parle de développement durable, on n'arrivera pas aussi à protéger le reste. Donc c'est comment on n'a pas peur de ce pilier-là économique qui existe, qui est là et qui au final est un des 3 piliers sans lequel le développement durable n'est pas durable. Exactement. Et ensuite, alors pour revenir sur nos enjeux pour le changement d'échelle, puisque forcément on en a comme toutes les startups qui réussissent. Oui, quels sont les freins ? Et finalement, on se retrouve face au même challenge que les industriels. C'est ça le côté drôle de l'histoire, c'est qu'on industrialise aussi, nous, à notre tour, nos process, nos outils, nos façons de faire. Alors même si on a un mécanisme, une organisation économique qui est beaucoup plus décentralisée, etc., on doit se professionnaliser et améliorer tous nos outils, et donc s'industrialiser. Voilà, c'est un mot difficile à dire pour moi, dis donc. Et donc voilà. C'est un refus devant l'obstacle. Je vais finir par y arriver. Voilà, c'est finalement ça qui est intéressant, c'est que même dans la consommation collaborative, pour changer d'échelle, il faut s'industrialiser. Voilà, mais vous avez réussi à le dire finalement. Christine Balaguer, vous vouliez dire quelque chose sur le CRM, le Customer Relationship Management. Oui, non, c'était pour poursuivre. Poursuivez. Dit Monsieur Couvalier. Dans les changements qui se font aujourd'hui dans le métier du marketing, dans la vision du consommateur, dans la vision du marché, on est avec cette économie collaborative dans des réseaux. Toutes les plateformes d'économie collaborative, tous les services, ce sont des réseaux entre individus. Et bon, là, je prends ma casquette Institut Mines Télécom, dans laquelle on a une chaire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on doit voir le consommateur, non pas comme un consommateur qui juste achète des produits avec un profil particulier. Ce qui doit nous intéresser dans l'étude des consommateurs, dans la compréhension de ce consommateur, c'est toutes les interactions qu'a ce consommateur avec les gens avec qui il est en interaction, soit sur Facebook, soit sur Twitter, mais soit surtout aujourd'hui sur des plateformes d'économie collaborative. Et c'est cette connaissance client-là qui va permettre aussi d'améliorer, des performances de vente de produits sur des marchés. C'est cette compréhension du consommateur qui est vraiment une compréhension de consommateurs dans des communautés ou dans des réseaux. Et au cœur de l'économie collaborative, il y a aussi cette question de il faut collecter, pour comprendre cette économie, collecter les échanges entre les gens, comprendre comment ça fonctionne et effectivement améliorer sa connaissance client avec ces données-là. Alors, nous sommes dans l'économie de partage. Alors, je vais essayer de partager équitablement le temps. Dernier mot avant de céder la parole à la salle d'Arthur Degrave et après Mathieu Dubois de la Barre.
Alors oui, je voulais revenir sur ce que M. Courvoisier disait. C'est intéressant finalement parce qu'on voit, Marc David l'a un petit peu suggéré aussi en disant que c'est bien que les grandes surfaces intègrent, fassent un peu de circuit court, mais c'est quelque chose qui est tellement étranger à leur modèle économique principal qu'on ne voit pas la bascule. Et je pense qu'en fait la réponse sur le sharewashing ou non, elle est là. En fait, il faut bien comprendre que ça demande des transformations en termes de modèle économique, en termes d'organisation interne, qui sont en termes de recrutement, vous l'avez évoqué, tout à fait considérable. On sort, en fait, pourquoi on dit collaboratif ? J'aime bien souvent, alors j'ai une formation de philosophe, j'aime bien faire des oppositions structurelles. Collaboratif, ça a deux contraires, ça a hiérarchique et compétitif. Donc ça implique en fait une transformation mais totale de l'entreprise, où en fait l'entreprise, donc y compris les entreprises traditionnelles comme SEB, se transforment en entreprise plateforme. Elles vont avoir un rôle de connecteur, de mise en relation, et ça implique un changement culturel profond. Alors chez le consommateur, je pense que c'est souvent lui qui tire la locomotive, qui est la locomotive du changement. Dans les années 90, on avait tous au pied des chaussures qui étaient fabriquées par des enfants parce que c'était bien, c'était pas cher. Il y a eu des campagnes massives contre ça. Et aujourd'hui, les entreprises qui s'adonnaient à ce genre de choses sont les principales à mettre en avant la vertu et compagnie. Et c'est pas que de la com. Donc, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose d'intéressant, tiré par ces nouvelles pratiques, ces nouvelles attentes des consommateurs, qui vont aussi redonner du sens au travail au sein de l'entreprise. Et donc, quand j'entends que c'est embauche des anthropologues, je trouve que c'est nouveau. Quand j'étais sur les bancs de l'école, on m'a expliqué que le rôle d'une entreprise, c'était de maximiser les valeurs pour l'actionnaire. J'ai l'impression quand même qu'on arrive à des choses un petit peu plus nuancées aujourd'hui, et j'en suis très content. Mathieu Dubois de la Barre. Oui, non. Moi, ce que j'avais envie de dire pour finir, c'est les mouvements qu'on voit maintenant, un petit peu cette dialectique entre d'un côté une critique forte de l'industrie et puis des nouveaux modèles, etc. C'est pas quelque chose qui date que d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est très cristallisé parce qu'il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont sans doute une espèce de caisse de résonance assez extraordinaire par rapport à ça. Mais au fond, on a toujours été dans ce mouvement depuis le 19e, l'origine du capitalisme, j'ai envie de dire, où il y a eu une critique forte. Et si je reprends quelque chose qui est assez proche de nous, qui est toute la contre-culture américaine des années 60, 70, ça a donné et ça nourrit aussi tout un tas d'innovations, de choses qui sont maintenant totalement intégrées dans le système économique. Et donc, au fond, je pense qu'on est face à des sociétés. Alors, si on voit les choses en termes de changement social, on est aujourd'hui dans des sociétés qui se confrontent à des défis assez importants, je pense à l'environnement, etc. Et alors, ça prend du temps, mais on est dans il y a des critiques militantes très fortes, peut-être parfois un petit peu anti-industrielles, mais ces critiques militantes, c'est un petit peu une avant-garde qui va donner des idées d'innovation qui font que petit à petit aussi les choses bougent. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons 15 minutes précisément avant la pause pour prendre des questions. Alors, comme vous voyez, il y a quand même 6 intervenants sur la scène, donc ça va être difficile à chaque fois qu'ils répondent à leur tour. Donc, je vous suggère à chaque fois de diriger votre question en disant « je voudrais poser telle question à telle personne ». Voilà, alors... le jeu, vous le connaissez maintenant. Vous levez la main pour poser votre question. Voilà, monsieur... Oui, j'ai une question pour Monsieur Choukroun. Monsieur Choukroun, la ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui. En fait, dans tous les exemples marquants que vous citez, en fait, on s'aperçoit que l'économie collaborative, elle a été beaucoup développée par l'Internet. Donc les gens sont de plus en plus connectés, mais ne se connaissent pas forcément. Et compte tenu de la croissance, notamment par exemple de votre activité, moi je voulais savoir à quel moment on sécurise la rencontre physique qu'il y a entre les gens et qui fait que les choses ne débordent pas et que cette relation physique continue à bien se passer dans la durée. Alors, notre façon de faire finalement dans notre système, c'est... alors, il y a différentes façons, je pense dans l'économie collaborative, souvent c'est des systèmes d'e-réputation. Nous, c'est un peu différent, puisque le fonctionnement, la personne qui va veiller à la bonne réussite, à la bonne tenue, à la sécurité de sa communauté, c'est le responsable de ruche dont je parlais précédemment, qui est la personne qui gère cette communauté.
et qui, lui, est rémunéré pour cette activité et a l'obligation d'avoir un statut professionnel. Donc nous, on a déjà quand même un peu plus que d'autres plateformes professionnalisé dès le départ le système. La personne est déclarée, elle est assurée. Et dans le réseau, les producteurs aussi sont des producteurs agréés, ce n'est pas des particuliers, ils sont assurés, etc. Quelqu'un d'autre veut-il réagir ou on passe une question à la salle? Allez, autre question, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Madame, mademoiselle. Merci beaucoup. Bonjour. Sophie Bourrez de chez Wagralim, donc le pôle de compétitivité agro-industrielle en Wallonie et en Belgique. C'est peut-être une question un petit peu, c'est plus une interrogation finalement après ce débat que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais on a pour habitude au pôle, quand quelqu'un sort, de ramener finalement l'essentiel d'une journée. Et si on me demandait maintenant de ramener l'essentiel de la réponse à la question « Quelle place pour les industriels ?», j'avoue que je ne l'ai pas. Et donc, est-ce que quelqu'un pourrait, parmi vous, me dire s'il y a réellement une place pour les industriels à prendre dans la commercialisation, la consommation collaborative? Philippe Crevoisier, peut-être? Ben oui, il y a totalement une place pour l'industriel. Je crois que la première question, à quoi ça sert un industriel? Un industriel, ça sert à répondre aux besoins d'un consommateur. Donc en fait, à travers toutes ces solutions, on va répondre aux besoins du consommateur. C'est juste une façon encore plus complète de répondre aux besoins du consommateur. Donc bien entendu, on continue à faire le même métier. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure, même si ces solutions sont des solutions nouvelles, elles vont être industrialisées. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit que le digital va se développer à l'intérieur de nos produits connectés, on est déjà en train de travailler sur des briques. On sait qu'il y aura des briques logiques, par exemple. L'identification des ingrédients. Le fait que le produit comprenne tel type d'ingrédients. Les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, on aura une typologie de moteurs de recherche qui vont être utilisés dans des milliers de produits, ainsi de suite. Donc en fait, bien sûr qu'il y a une place pour l'industriel. C'est une évolution à mon sens. C'est pareil. On disait tout à l'heure, on va répondre à l'actionnaire. Tous ces business models, c'est des business models qui vont avoir leur logique économique. C'est ce dont tu discutais tout à l'heure. Tout ça n'est pas du tout en opposition. Il n'y a rien qui soit en opposition dans tout ça. Il y a une logique qui reste une logique économique, qui reste une logique industrielle et qui reste une logique de consommateur. Oui. Voilà. Mais concrètement, vu l'échelle industrielle qui concerne forcément un plus grand nombre de consommateurs, l'outil à disposition de l'industriel pour faire de la consommation collaborative, ce serait les big data and company. Enfin, finalement, c'est considérer le collaboratif à travers des données à l'échelle industrielle. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper sur la dimension. Vous allez voir qu'à mon avis, la dimension, ça va aller très très vite. Il y a même, c'est même un sujet d'inquiétude, la dimension, parce qu'effectivement, on est en train de se dire, on a des dimensions qui sont petites. Mais d'un autre côté, on se dit, ah ben tiens, si Google s'intéresse à cette question-là, d'un seul coup, ça va devenir très grand. Ou si Amazon s'y intéresse, d'un seul coup, ça va devenir très grand, global, mondial, et ça va peut-être effectivement tout changer. On parlait tout à l'heure du business model hôtelier, par exemple. Le business model hôtelier, regardez à quelle vitesse ça a changé et à quelle vitesse, effectivement, des sites ont pris de l'importance et ont pris de l'importance en termes économiques et en termes de valeur qui disparaît quelque part et de valeur qui se crée ailleurs. Donc ça peut aller très très vite et à mon sens, ça va aller très très vite. Mathieu Dubois de la Barre. Oui, et si on va au-delà simplement de l'économie collaborative, si vous prenez l'exemple des BOP, c'est quelque chose qui est massif en termes de consommateurs. Donc, ce qu'il faut avoir conscience, alors on peut parler des BOP, on pourrait prendre d'autres perspectives, c'est que à partir du moment où vous mettez ces valeurs-là, c'est quelque chose qui implique ce que j'appelle un forum de l'innovation, c'est-à-dire qui implique à un moment donné que les entrepreneurs, les industriels, alors ça c'est peut-être que pour les PME, c'est plus facile parce qu'il y a plus de flexibilité, etc. Mais on pourrait imaginer ça aussi pour des grands groupes. Voilà, à un moment donné, ça implique de trouver tout un tas de solutions, d'innovations qui vont vous permettre
d'accéder à ça. Et moi, je trouve que quand on parle de BOP en particulier, on voit tout de suite que c'est juste un déplacement du regard qui permet d'envisager les choses autrement. Et la preuve, elle est dans les actions. Hein. Je lis le tweet « Scoop, on pourra louer des produits Seb dès septembre à Dijon » avec un smiley. Voilà une place que Seb essaie de trouver, par exemple, de façon très concrète. Et ce n'est pas uniquement, on ne reste pas uniquement dans le concept. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? C'est l'occasion avant la pause. Madame ? Oui, ce que je pourrais ajouter c'est qu'en plus, il n'y a aucune barrière technologique à tout ça. Toute la technologie pour faire tout ça existe. Il me semble qu'il y a deux modèles quand même qui sont un petit peu différents. Parce que dans le cas de la ruche qui dit oui, par exemple, ce que vous mettez en valeur, ce que vous utilisez, c'est du service. Donc, hormis votre structure informatique qui est derrière, pour le reste, vous n'avez pas de transformation de matières premières, etc. Dans le cas de Seb, vous avez un produit matériel qui est derrière. Donc, le système de mise en location, on le mettrait à ce moment-là plutôt en parallèle avec le Vélib ou avec d'autres systèmes de prêt de matériel. Ou ce qu'a fait à une époque, ce qui a été fait pour les imprimantes, pas les imprimantes, les photocopieurs, pardon. Voilà. Et du coup, ça me semble quand même très, très différent et pas avec la même prise de risque et pas non plus avec la même nature de valeur ajoutée créée. Je trouve que c'est très intéressant et très pertinent cette interrogation. Si vous voulez les uns et les autres rebondir. Oui, très vite. En fait, c'est complémentaire. La location, c'est qu'une partie de ce dont j'ai parlé. La partie qui est la partie qui change complètement les business models, c'est la partie produits connectés. Et je crois que quand vous avez déjeuné avec un Cookéo connecté. On est une des premières sociétés à sortir un produit connecté usage culinaire. En fait, tous les services, ils vont être apportés sur la base des produits connectés. Puisqu'en fait, c'est cette connexion-là qui va faire qu'effectivement, vous allez utiliser des recettes qui vont être intelligentes, qui vont faire qu'effectivement vous consommez un certain nombre d'ingrédients, que vous allez pouvoir échanger ces recettes avec d'autres utilisateurs, que vous allez vouloir partager le résultat, ce qu'on disait tout à l'heure, le bœuf bourguignon que j'ai fait, et je l'ai peut-être fait pour 8, et j'ai 7 parts qui sont disponibles, etc. Donc en fait, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout expliquer, mais en fait, tout ça est complémentaire et en fait, à partir du produit matériel, il va se développer toute une économie qui est une économie collaborative autour de cet appareil et autour de la connexion de cet appareil. Quand vous entendez parler d'appareils connectés, on a tendance à voir ça comme quelque chose de technologique. Il n'y a rien de technologique dans tout ça, mais tout ce que ça va permettre, c'est un monde qui va être un monde digital dont on parlait tout à l'heure, où les consommateurs vont être en contact les uns avec les autres et vont pouvoir effectivement développer des modèles d'économie collaborative. Arthur Degrave de WeShare voulait réagir. Oui, alors c'est une question intéressante parce qu'en fait, le langage du collaboratif, on l'appelle parfois pair à pair, mais il y a plein de façons de le désigner, il apparaît d'abord dans les échanges de fichiers en ligne. En fait, les premiers systèmes d'économie du partage, c'était Napster. En fait, le premier secteur à avoir été disrupté par le collaboratif a été l'industrie de la musique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se retrouvait tous les uns et les autres avec 1, 2, 3 objets connectés sur soi, son smartphone, maintenant les objets, votre autocuiseur qui va être connecté, cette dimension collaborative qui existait dans le monde dématérialisé, c'est facile de faire du collaboratif sur du dématérialisé, parce que tout ce qui est dématérialisé est non rival et non exclusif. Donc c'est ce qu'on appelle un bien public naturel. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant sur des choses de plus en plus connectées, ces dimensions non rivales et non exclusives arrivent dans le monde de la matérialité, dans le monde des atomes, dans le monde réel. Et donc, au fur et à mesure, on voit s'esquisser cette économie qui a commencé à émerger sur Internet et qui, peu à peu, est en train de tisser sa toile dans le monde réel. Et c'est ce qu'on voit, en fait, à travers ces logiques, à travers le hardware. Aujourd'hui, on a même des modes de production pair à pair. On peut imaginer une production industrielle différente aujourd'hui à travers le mouvement des Fab Labs, Maker, mais là, on commence un peu à dépasser le sujet. Une question, peut-être ? Juste un petit point pour bien. On a par exemple vérifié que si on offrait des programmes dans le domaine de la santé, si on offrait un programme de suivi de recettes à but diététique,
Si on le faisait dans un cadre qui était un cadre digital avec des intervenants multiples, ça fonctionne très très bien, par exemple. Ça fonctionne beaucoup mieux que quand on est tout seul chez soi à vouloir suivre sa diète. Alors, l'économie collaborative, effectivement, on peut mettre beaucoup de choses sous ce concept. Pour parler des industriels, et en particulier dans l'alimentaire, il est évident que si les industriels, la grande distribution, ils sont prêts à partager, notamment dans l'économie solidaire, et à donner pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc ils peuvent le faire, mais en même temps, il y a des risques industriels et peut-être qu'ils ont des critères plus rigoureux qu'ils doivent respecter. Je ne sais pas si Fanny Bénard, vous pouvez rebondir là-dessus. Le gaspillage alimentaire, c'est un vaste sujet. On commence tout juste à prendre vraiment les rênes de ce sujet-là, de se dire voilà comment on fait quand on a déjà pour diminuer les déchets, parce que le mieux c'est quand même pour pas gaspiller, il vaut mieux éviter de surproduire. Comment aussi on éduque le consommateur sur ces sujets-là, comment on ouvre le dialogue avec lui. Je ne sais pas je pense qu'il y a des tas de choses à créer. Et quand tout à l'heure, la question c'était est-ce que les industriels ont leur place ? Oui, laquelle ? Elle est à construire aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui se font, mais je pense que tout ça, ça va évoluer. Les choses bougent, les choses avancent. C'est dans le dialogue, dans la discussion, dans l'ouverture qu'on va s'en sortir et pas en restant dans un schéma figé. Donc sur le gaspillage alimentaire, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, on avait beaucoup d'industriels qui disaient il y a des risques en termes d'image. On ne veut pas que nos produits se retrouvent n'importe où. En termes de date de consommation, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'associations qui prennent ça en main, qui vont discuter avec eux. Donc ça passe aussi par le dialogue et c'est des choses qui s'ouvrent et qui changent. Ultime question avant la pause. Est-ce que vous avez une dernière question, monsieur ? Bonjour, c'est une question pour Marc David également. Comment est-ce qu'il compte gérer la croissance internationale et la structuration des process dont vous parliez pour devenir un gros acteur ? L'ouverture à l'international. Vous êtes en danger de devenir une grande multinationale. Non, on n'est pas en danger de devenir une grande multinationale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a vraiment commencé à lancer notre service sur d'autres pays l'année dernière. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans un système aussi facilement réplicable que d'autres systèmes existants dans l'économie collaborative. Et qu'il y a une nécessité d'adaptation culturelle aux organisations de production, de logistique, etc., qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut voir ailleurs. Donc il y a énormément de complexité. Nous, pour l'instant, on est sur 5 marchés en Europe. On essaye pour l'instant de stabiliser, en tout cas, ces premiers marchés. On n'est pas dans une conquête mondialisée pour l'instant. Et notre enjeu, c'est plutôt d'améliorer notre service, et notre service à tous les niveaux, au niveau de ce qu'on propose pour les producteurs, les consommateurs et les responsables de ruches. Avec chez nous, finalement, on en a parlé tout à l'heure, un énorme enjeu sur la logistique. Alors même si la logistique est décentralisée, on a comme enjeu demain d'améliorer les outils et les process d'organisation qu'on va offrir aux producteurs pour qu'ils gèrent mieux leur logistique. Merci beaucoup, Marc David. Alors, nous arrivons à la pause. J'ai d'abord un message important à faire passer pour ceux qui veulent participer au dîner ce soir. Il faut absolument qu'ils récupèrent leur coupon à la réception. Et puis, sinon, je vous donne rendez-vous à 16h30 pour notre deuxième table ronde, le e-commerce, une révolution pour les modèles économiques. Merci.